On peut également parler du parent nourricier qui communique au contraire avec ses interlocuteurs au niveau horizontal, voilà, et qui essaie de s'approcher pour encourager, pour valoriser. Le parent nourricier adopte une pédagogie libre. L'adulte, c'est un état de moi, si vous voulez, qui se base effectivement sur la logique, sur la neutralité. C'est un ordinateur, qui est beaucoup plus attaché à la réalité. L'enfant est une catégorie qui se reconnaît par la motivation, par l'expression des émotions. Eric Berne distingue entre un enfant adapté semi, un enfant adapté rebelle et un enfant adapté petit professeur. Donc ces trois structures du psychisme humain coexistent au niveau de chaque individu dans la cohérence et non pas dans des situations conflictuelles. Et donc lorsque je m'adresse à quelqu'un, je dois identifier son état de moi pour savoir comment se comporter avec lui. L'émetteur aussi est présent avec son cadre de référence, c'est-à-dire avec son préconstruit culturel. C'est-à-dire là, je parle de l'ensemble des croyances, c'est-à-dire les us, les coutumes, la tradition, la religion, qui doit être normalement intégrée dans toute situation de communication. Normalement, ce qui m'intéresse maintenant, ce n'est pas de me faire plaisir, ce n'est pas de parler, mais ce qui m'intéresse le plus, c'est ce que vous allez comprendre. Et donc, par conséquent, je dois prendre en considération le cadre de référence, le préconstruit culturel, le bagage socioculturel de mon interlocuteur, dans la transmission de mon message. Parlons du champ de référence aussi. Et là, donc, je parle de la culture, de la connaissance, de la profession, du goût, les intérêts, etc. C'est-à-dire, je dois prendre également le champ de référence de notre interlocuteur. Et même le champ lexical utilisé. C'est-à-dire qu'il y a des termes à orientation générale, mais il y a des termes sur l'objet scientifique, bien déterminés. C'est-à-dire je parle ici d'un champ lexical et d'un vocabulaire spécialisé, parce que le discours ou bien le champ lexical utilisé par un scientifique, ce n'est pas le même champ lexical utilisé par un littéraire. Les termes juridiques ne sont pas exactement comme les termes de l'objet scientifique appartenant au domaine de la physique. Selon la systémique, toute interaction, soit qu'elle est symétrique ou complémentaire, selon qu'elle se fonde sur l'égalité ou la différence. Symétrique, c'est-à-dire je parle de la communication d'égal à égal. Je parle de la communication transversale. Un étudiant qui s'adresse à un autre étudiant. Un professeur qui s'adresse à un autre professeur. Un doyen qui s'adresse à un autre doyen sur le même pied d'égalité. Mais
la communication complémentaire, c'est-à-dire, je parle ici de la communication soit ascendante du bas vers le haut, ou le contraire, la communication descendante, voilà, du haut vers le bas. Il y a différents types de communication entre un émetteur et un récepteur, que ce soit la communication interpersonnelle, la communication organisationnelle, interne, externe, la communication chromatique et la communication gestuelle, la communication également de masse, la communication multilatérale, lorsqu'un émetteur qui s'adresse à plusieurs récepteurs. Je vous ai parlé tout à l'heure, voilà, de Harold Lasswell, voilà, qui s'intéresse à la communication multipolaire. La systémique a défini aussi ce qu'on appelle l'homéostasie, c'est-à-dire la boucle de rétroaction qui permet de maintenir l'équilibre et la stabilité, voilà, du système. Comme je l'ai déjà expliqué, c'est un feedback régulateur qui permet à un système de maintenir sa stabilité, qu'importe, si vous voulez, les contraintes en provenance de l'extérieur. Edward Twichell Hall, c'est un sociologue, anthropologue américain qui s'est inspiré également si vous voulez, de la communication de masse et spécialiste aussi de l'interculturel, a introduit un concept qui s'appelle la proxémie ou la proxémique. La proxémique, c'est l'étude de l'espace, c'est la perception de l'espace, c'est la science des distances. Edward Twichell Hall a effectué un certain nombre de voyages, que ce soit en Amérique du Sud, en Europe, au Japon, en Amérique latine, et il a étudié de près comment les gens perçoivent, comment les hommes perçoivent leur espace passant d'une culture à l'autre. Il a publié un ouvrage intitulé « La dimension cachée », dans lequel il a défini les différentes zones d'interaction entre les individus. La distance intime de 0 à 45 cm. Donc, c'est-à-dire, je parle de 45 cm. La zone personnelle jusqu'à 1,20 m. La distance sociale, le cas par exemple d'une conférence de presse, la distance entre un enseignant et ses apprenants et ses élèves et ses étudiants, et donc presque à 3 mètres. Et puis au-delà de 3 mètres, on parle de la distance publique. Edward Twichell Hall aussi a défini ce qu'on appelle la bulle. La bulle, c'est-à-dire c'est la sphère imaginaire qui protège l'individu. L'espace vital est une zone privée, voilà, qui doit être normalement respectée. Respecter un individu, c'est respecter son corps et ne pas intégrer son espace vital sans autorisation. Donc, comme vous allez le remarquer, la gestion de l'espace sera mise en cause, que ce soit pendant la période du confinement et même après le confinement. Il y aura une nouvelle culture qui s'instaure concernant l'utilisation de l'espace et les zones d'interaction.
D'ailleurs, devant un certain nombre d'établissements, il y a la zone de discrétion, la zone, si vous voulez, de sécurité qui est tracée pour éviter le contact et éviter la contamination. Pour revenir à Eric Berne, qui a défini les positions de vie. Et Eric Berne a défini 4 attitudes différentes. La première attitude, c'est l'attitude d'infériorité. Moins, plus, un jugement négatif de soi et un jugement positif de l'autre. Là, c'est l'attitude d'infériorité. Je suis mal à l'aise, je communique avec quelqu'un qui est en bonne humeur. Le contraire, l'attitude de supériorité. Je suis très bien, je me sens beaucoup plus à l'aise et je m'adresse à quelqu'un qui est stressé, à quelqu'un éventuellement qui est malade, ou bien à quelqu'un qui n'est pas dans sa peau. Il y a l'attitude de démission, c'est-à-dire c'est un jugement négatif de soi et un jugement négatif de l'autre. C'est-à-dire les deux ne sont pas à l'aise, dans leur communication et dans cette situation. La quatrième attitude, c'est l'attitude de coopération, c'est-à-dire un jugement positif de soi avec un autre jugement positif de l'autre. Et donc là, je parle d'une relation win-win, c'est-à-dire une relation gagnant-gagnant. Parlons maintenant des représentations telles qu'elles sont définies par Johari, la fenêtre de Johari. Johari distingue entre 4 zones possibles. La zone publique. La zone publique, connaît de soi, connaît des autres. C'est-à-dire mon statut, mon métier, mon travail, etc. Donc, mes apparences. Donc, ce que je connais et que les autres également connaissent. Voilà sur moi. La zone cachée. La zone cachée, c'est-à-dire c'est la zone privée de l'individu. C'est connu de soi, mais inconnu des autres. Et donc là, je parle de mes secrets quelconques, de mon salaire, de ma situation familiale, de la maladie. La zone aveugle, c'est-à-dire connu des autres, mais inconnu de soi. C'est-à-dire ce que les autres savent, mais je ne suis pas au courant de ce qu'ils considèrent. Et donc, cette situation laisse parfois apparaître des tics nerveux. Je termine avec la zone inconnue, c'est-à-dire ce qui est inconnu de soi et inconnu des autres, et qui peuvent être, si vous voulez, un talent à découvrir, ou bien un champ à découvrir également par les spécialistes. Je termine avec la notion de comportement et la notion de relation dans la communication. Alors, comme vous avez le remarqué ici, ce sont les membres du groupe vus par l'animateur
les états du moi ici ne sont pas identiques. À chaque état, si vous voulez, il y a ici plusieurs états du moi, comme je viens de le dire. Ça, c'est un bagarreur, un sage, un questionneur, un bavard, comme moi. Excusez-moi. Donc, je disais un bavard comme moi, une timide, un susceptible, un indifférent, et puis celui qui ne veut rien dire, un questionneur, puisqu'il cherche encore une autre question à poser. Et il y a d'autres états du moi, citons le savant, le rigolo, le têtu, l'orgueilleux, etc. Mais l'essentiel, ce n'est pas d'identifier l'état du moi, mais d'accorder un traitement spécifique et un comportement convenable pour chaque état du moi. Comment peut-on se comporter avec les autres? Donc, bien sûr, c'est en intégrant leurs caractéristiques de référence, en intégrant leurs représentations. Comment se comporter avec un savant? Normalement, il faut le valoriser. Comment se comporter avec un timide, par exemple? Il faut l'aider tout simplement à exprimer son point de vue et à parler de son expérience. Certainement, il a beaucoup de choses à dire. Comment se comporter avec un bavard? Normalement, lui imposer tout simplement lors d'une réunion de parler du message essentiel. Tout ce qui est détail explicatif, tout ce qui est illustration et exemple, éventuellement lors de la pause café. Comment se comporter avec un têtu? Normalement, il faut signer un contrat avec lui. Comment se comporter avec un rebelle, avec un indifférent, un opposant systématique, un bagarreur, etc. Donc, c'est-à-dire qu'un manager doit prendre en considération les caractéristiques de référence et de représentation des différents de son équipe, c'est-à-dire de ses subalternes et de ses collaborateurs. Un manager aussi doit prendre en considération le système de représentation sensorielle, c'est-à-dire, je parle ici du VACOG, le visuel, l'olfactif, le kinesthésique, le gustatif et l'auditif. Alors, je dois identifier le système de représentation de notre interlocuteur pour savoir comment se comporter avec lui. Par exemple, dans un magasin de voitures, avant même de montrer la voiture au client, il faut identifier ses représentations sensorielles. Alors, s'il s'agit de quelqu'un qui est auditif, là, je vais concentrer ma démonstration sur, si vous voulez, sur le bruit du moteur, sur le klaxon, sur les baffes, la musique, l'alarme, etc. Normalement aussi, lorsqu'on se comporte avec les autres, il faut également intégrer leurs caractéristiques de référence, pour mieux communiquer.
la jeunesse d'aujourd'hui, les 18 à 30 ans, c'est ce qu'on appelle la génération Y. Ils sont connus par un certain nombre de caractéristiques. Ils sont la plupart du temps hyperconnectés. Ils donnent beaucoup d'importance à l'instant. Ils refusent tout ce qui est autorité, surtout une autorité qui n'est pas méritée, que ce soit par le comportement ou la compétence. Ils distinguent entre le temps personnel et le temps professionnel. Un manager, normalement, doit prendre en considération les caractéristiques des jeunes, de la génération Y, voilà, dans son style de management, dans son style de gestion. Alors comme ça, je termine ma présentation. Si vous avez remarqué que qu'elle mérite vraiment d'être soutenue par un pouce, n'hésitez pas de le faire. Et puis nous avons une chaîne à laquelle vous pouvez vous abonner pour recevoir toujours ce qui est nouveau. Alors restez chez vous. Merci de votre attention et à la prochaine.